Ici Antoine Joubert. Aujourd'hui, combien coûte la nouvelle Mini Cooper 2025, un modèle de nouvelle génération qui ne se démode pas, une voiture qui perdure et qui, contrairement à tous les modèles qui avaient été lancés au début des années 2000 et qui adoptaient eux aussi la mode rétro, bien, cette voiture-ci est toujours sur le marché. Évidemment que la New Beetle de Volkswagen est disparue, la Ford Thunderbird aussi, on pourrait en nommer plusieurs, mais Mini a su conserver une image, la faire évoluer, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un produit indémodable et lorsque vient le temps de le renouveler, bien, on y va avec prudence et c'est ce qu'on fait avec cette nouvelle génération qui vient remplacer essentiellement un modèle qui était là depuis 10 ans. Alors, c'est en 2002 qu'on avait lancé la marque Mini après son abandon depuis des décennies et depuis ce temps-là, bien, Mini évolue évidemment avec une multitude de modèles. On arrivera très prochainement avec la Aceman qui sera un pseudo VUS plus compact que le Countryman qui lui aussi a été complètement repensé pour 2025. Alors, beaucoup de changements chez Mini. Ça passe évidemment par l'élimination totale de la boîte manuelle dans la Cooper, malheureusement. Alors ça, on perd ça, on y reviendra un peu plus tard. Évidemment, bien, la Clubman est disparue depuis quelques années, mais on conserve pour cette nouvelle génération de la Mini une version décapotable. Ça aussi, on les voit disparaître les unes après les autres. Évidemment, il y a la version 5 portes qui demeure au catalogue uniquement dans une déclinaison S, puisque dans le cas de la Mini à 3 portières, bien, il y a 3 déclinaisons de disponibles. Une version C qui fait office de modèle de base, cette version S et le modèle John Cooper Works qui est encore plus performant. Au fil des ans, on a vu la Mini Cooper prendre du volume par rapport au modèle initial qu'on avait lancé en 2002. Évidemment, question de sécurité, question de confort, question d'espace intérieur et d'équipement. Mais le modèle qu'on a ici n'est pas nécessairement beaucoup plus gros que celui qu'on vient remplacer. Le museau est peut-être un peu plus imposant, mais au niveau de la longueur hors tout, ça se ressemble énormément. N'empêche, c'est une voiture qui est 250 mm plus longue que le modèle qu'on avait lancé en 2002 et l'essentiel des changements se passe sur la partie avant parce qu'évidemment, le modèle initial était très compact au niveau du museau et ça affectait évidemment la sécurité de la voiture. Ça complexifiait aussi son entretien. Alors, ceux qui connaissent les Mini de première génération savent que c'est une voiture particulièrement complexe à réparer parce qu'il n'y a pas d'espace sous le capot. Et on a un peu réglé la chose avec les Mini de plus récente génération. Mais on n'a pas changé, évidemment, l'idée de base, c'est-à-dire de créer une voiture sous-compacte, super amusante à conduire, qui a un caractère qui lui est propre et qui a une identité qui lui est propre. Et ça, on ne la perd pas avec cette nouvelle génération. Alors, vous le voyez, il y a quand même plusieurs changements cosmétiques par rapport au modèle qu'on vient remplacer, tout en finesse. La partie avant qui est plus moderne, les blocs optiques qui le sont également, qui sont plus performants, qui ne sont pas pour autant aveuglants. Il faut quand même le mentionner parce qu'on voit certains modèles de véhicules lancés ces derniers jours qui sont dotés de phares ultra puissants, mais qui aveuglent les voitures qu'on vient croiser. Alors, c'est bon de mentionner qu'ici, on a des phares qui sont performants sans être aveuglants. La partie arrière aussi a été redessinée avec des feux qui ont une forme très caractéristique qui diffère du modèle de précédente génération. Évidemment, bien, on vient adopter des technologies qu'on va aussi retrouver à bord du Countryman qui a été lancé un peu plus tôt. Countryman qui est disponible autant en version à essence qu'en version électrique. Et malheureusement, pas de version électrifiée pour cette nouvelle génération de la Mini Cooper sur le marché nord-américain pour la simple raison que la Mini Cooper SE, donc 100% électrique, qui est une voiture qu'on aurait vraiment aimé avoir sur notre marché, bien, elle est fabriquée du côté de la Chine et puisqu'on a passé une loi de taxe d'importation à 100% sur le marché canadien pour les véhicules électriques fabriqués du côté de la Chine, bien, impossible pour le groupe BMW de commercialiser cette Mini électrique sur notre marché. Le prix n'aurait tout simplement pas de bon sens. Est-ce qu'on va rapatrier la production de cette Cooper électrique ailleurs pour qu'on puisse finalement nous l'offrir? Bonne question, mais actuellement, BMW est en mode étude et il n'y a pas de confirmation sur l'arrivée de ce modèle qui initialement était prévu pour le marché canadien, devait donc remplacer la Mini Cooper électrique d'ancienne génération qui, elle, avait une très faible autonomie, qui était condamnée à être une voiture citadine pour des déplacements très locaux. Mais avec cette nouvelle génération de la Mini Cooper électrique, on s'attendait à une autonomie de plus de 300 km. Ça aurait été drôlement plus sérieux que ce qu'on nous servait jusqu'à maintenant. Malheureusement,
malheureusement, on ne pourra en bénéficier. Alors, ce qu'on nous sert, je le mentionnais un peu plus tôt, version Cooper C de base avec un moteur 2 litres de 161 chevaux. Ensuite, cette version Cooper S qui risque d'être la plus populaire à 201 chevaux. Et vous aurez ensuite la version John Cooper Works axée sur la haute performance à 228 chevaux. Et toutes ces voitures sont dotées d'une boîte séquentielle double embrayage à 7 rapports. Encore une fois, plus de boîte manuelle au catalogue. Et maintenant, un mot sur la popularité de la Mini Cooper au cours des dernières années, parce que bien que ce soit un véhicule de plus en plus niché, véhicule à 3 portières sous-compact, il y a quand même plusieurs acheteurs qui continuent de s'y intéresser. On a vendu 2626 Mini Cooper sur le marché canadien en 2023. Évidemment, ça comprend les versions cabriolet, la version électrifiée et le modèle à 5 portières, qui est peut-être un des moins populaires, probablement parce que son look n'est certainement pas aussi réussi que le modèle à 3 portes. On a des cadres de fenestration sur le modèle à 5 portes qui viennent littéralement gâcher le design de la voiture. Et malheureusement, avec cette nouvelle génération de la Mini Cooper, on ne règle pas ce problème. On conserve des cadres de fenestration qui sont très inélégants par rapport à ce qu'on a ici. Ce sont évidemment des portières sans cadre et ça permet d'avoir une ligne beaucoup plus moderne, beaucoup plus fluide que la version à 5 portières qui, à mon avis, n'est pas très réussie sur le plan esthétique. Cela étant dit, ça demeure un modèle beaucoup plus pratique que cette version à 3 portières. Il y a des gens pour qui c'est d'une importance capitale, alors se tourneront vers le modèle à 5 portes, à défaut de pouvoir se procurer la version Clubman qui, je le rappelle, a malheureusement été abandonnée du catalogue. La Mini Cooper, pour moi, c'est le genre de voiture thérapeutique comme il n'en existe que trop peu. Une voiture qui vous fait sourire, on prend place à bord, c'est amusant au premier moment. Et c'est vrai pour toutes les générations de la Mini. On a toujours su conserver cet attrait très unique qu'on va retrouver à bord d'une Cooper ou d'une Cooper S. Évidemment, avec un aménagement très coloré, très original, très distinct par rapport à tout ce que vous allez retrouver ailleurs dans l'industrie. Bon, évidemment qu'à bord de cette nouvelle génération, vous allez retrouver ce gros écran OLED circulaire de 9,4 pouces qu'on a aussi intégré dans la Countryman, avec une qualité graphique qui est franchement exceptionnelle, mais avec énormément de fonctions. Et évidemment, Apple CarPlay s'y intègre, mais de façon plus ou moins réussie parce qu'on a un écran circulaire et Apple CarPlay, c'est rectangulaire. Alors, placer un rectangle dans un cercle, ça veut dire réduire la taille de l'écran lorsqu'on souhaite utiliser Apple CarPlay ou Android Auto. Il y a énormément de fonctions. Il faut apprendre à utiliser cet écran-là. Malheureusement, toutes les commandes de chauffage, climatisation, ça passe par l'écran aussi. Alors, on perd plusieurs fonctions avec boutons physiques. Ça, c'est un peu dommage. Et on perd également, malheureusement, cette instrumentation qu'on avait derrière le volant où on avait les données primaires. Donc, le compteur de vitesse, la jauge à essence, l'odomètre journalier, ce genre d'informations. Tout ça, c'est retranscrit désormais dans un système à visualisation tête haute. C'est-à-dire que vous allez avoir une petite vitre qui va se déployer au démarrage du véhicule. C'est série sur tous les modèles où là, vous allez avoir l'essentiel de l'information. Donc, la vitesse affichée, la limite de vitesse, votre jauge à essence. Mais évidemment que la qualité graphique n'a rien à voir avec ce que vous allez avoir dans l'écran central qui est circulaire, si bien que vous allez fort probablement oublier l'existence de cet écran-là qui est reflété dans une vitre déployée pour plutôt utiliser l'information ou aller chercher votre information plutôt dans l'écran central. Alors, plus ou moins réussi comme exercice et je trouve ça dommage qu'on ait perdu cette instrumentation qui en plus était très intéressante sur le plan visuel. Évidemment, question d'économie de coût et question aussi d'équilibrer la présentation à bord du véhicule. Moi, j'ai l'impression qu'on a souhaité tout simplement tout rediriger ici et aller placer de l'information devant le conducteur pour que ce dernier ne perde pas la route des yeux. Mais je vous avoue que l'exécution est plus ou moins réussie à ce niveau-là. N'empêche, ça demeure une voiture très intéressante sur le plan de la position de conduite, de l'aménagement. On a su en faire une voiture plus pratique, ça c'est une bonne nouvelle. Alors la console centrale qui comprend 2 gros porte-gobelets, des vides-poches, un boîtier de rangement qu'on peut refermer qui est très esthétique, ça c'est totalement réussi. Alors je trouve que Mini a fait du bon travail à ce niveau-là. Bon, évidemment, vous allez aussi avoir un coffre à gants traditionnel, mais sachez que sous la coudoir centrale qui est coulissant, vous n'allez pas avoir d'espace de rangement. Évidemment que pour une version électrique, on a placé plusieurs éléments nécessaires
sert à la version électrifiée, qu'on ne retrouve pas à bord d'un modèle à essence, mais on n'a pas redessiné cette espèce de boîtier ici pour aller chercher un espace de rangement supplémentaire. Ça explique peut-être pourquoi on est allé créer ce petit réceptacle qu'on vient placer au centre de la console, qui encore une fois est très esthétique. Alors si vous allez à l'arrière, évidemment que l'espace est assez restreint, mais au niveau des places avant, il y a suffisamment de dégagement pour tous les gabarits. Il y a beaucoup de dégagement au niveau de la tête. On peut ajuster les sièges comme bon nous semble. Alors ça, c'est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup la position de conduite de cette voiture-là, qui conserve son irritant des premiers modèles, c'est-à-dire des piliers A qui sont assez imposants, qui sont assez épais. Et comme l'angle du pare-brise n'est pas très incliné, bien, ça fait en sorte que les piliers sont devancés par rapport à une voiture traditionnelle. Ça gêne un peu pour la visibilité. Même chose pour le rétroviseur central qui est assez imposant, qui est assez massif. Et si vous vous positionnez assez haut à bord de la voiture, bien, vous risquez de trouver qu'il gêne pour la visibilité aux 3/4 avant. Alors ça aussi, c'est un petit point qu'il faut considérer. Mais la visibilité, de façon générale, tout autour de la voiture, elle, demeure quand même très bonne. Alors, les performances sont franchement surprenantes. 6,6 secondes pour le 0-100 km/h avec cette boîte séquentielle double embrayage qui n'est pas la plus rapide qu'on puisse obtenir dans l'industrie. Ne comparez pas cette boîte avec celle que vous allez retrouver, par exemple, dans une GTI chez Volkswagen. Du côté de Volkswagen, on a une boîte beaucoup plus au point que ce qu'on a ici. Il y a un délai à l'accélération et la rétrogradation ne se fait pas de façon instantanée, malheureusement. Et ça vient un peu gêner le plaisir de conduite. Et ça nous fait surtout regretter l'absence d'une boîte manuelle que Mini a définitivement abandonnée avec cette nouvelle génération de la Cooper. Dommage. On l'avait abandonnée dans le passé. Les plaintes des consommateurs ont fait en sorte qu'on a ramené la manuelle, mais là, avec cette nouvelle génération, plus de possibilité d'avoir de boîte manuelle. Et les raisons qui expliquent la disparition de la boîte manuelle, c'est une question de coût, évidemment, parce qu'une boîte manuelle coûte cher à fabriquer aujourd'hui, alors qu'une majorité d'acheteurs vont se tourner vers une boîte automatique. Mais il y a aussi une question d'émanation polluante et d'homologation pour que la voiture puisse être vendue sans qu'il n'y ait de taxes, de bonus-malus du côté de l'Europe, par exemple. Alors, si vous optiez pour une Mini à boîte manuelle, une Cooper S, il y aurait pu avoir des taxes sévères du côté de l'Europe, ce qu'on n'a pas ici chez nous en Amérique du Nord, mais évidemment que pour Mini, développer une transmission manuelle pour cette nouvelle génération et uniquement pour notre marché, ça n'avait aucun sens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Volkswagen abandonne aussi les boîtes manuelles dans la GTI, dans la Golf R. C'est parce que ça ne passe plus les normes du côté de l'Europe pour que les voitures ne soient pas taxées ou trop sévèrement taxées, devrais-je plutôt dire, parce qu'une Golf R ou une GTI, c'est déjà taxé du côté de l'Europe en raison d'émanations polluantes trop élevées. Alors, Cooper S qui est uniquement disponible en boîte séquentielle double embrayage à 7 rapports, une boîte relativement efficace, facile à vivre au quotidien, mais qui n'est certainement pas impressionnante comme ce que vous allez retrouver chez certains autres constructeurs, malheureusement. Et l'autre regret que j'ai, c'est le fait qu'on n'ait pas de palier de changement de vitesse au volant ou à la colonne de direction. On a omis d'ajouter ça dans une Cooper S et je comprends qu'on ne puisse pas l'obtenir dans un Countryman où la vocation est complètement autre. Mais dans une voiture à vocation sportive où on souhaite aller chercher un maximum de plaisir au volant, je comprends mal qu'on n'ait pas choisi d'ajouter des paliers de changement de vitesse, ne serait-ce que pour que le conducteur puisse passer les vitesses manuellement. Ça n'est pas possible avec cette voiture-là. Autre irritant. Alors, oui, on regrette la boîte manuelle et c'est dommage qu'on n'ait pas travaillé un peu plus fort pour avoir une boîte encore plus performante que ce qu'on a présentement parce que tout le plaisir de conduire de la Mini Cooper S, je vous l'avoue, est un peu gâché par cette transmission et par l'absence de palier de changement de vitesse. C'est pour moi le plus gros irritant de la voiture, mais sinon, ça demeure un petit bolide super amusant à conduire. La direction qui est encore plus précise que par le passé, c'est vraiment une conduite rasoir. Une voiture qui est très solide au niveau de la caisse, ça ne craque pas. Évidemment que ce n'est pas une voiture très confortable, les suspensions sont assez fermes et surtout si vous optez pour une Cooper S avec l'option des jantes de
18 pouces comme on a ici, bien, vous allez trouver que ça cogne dur sur des routes qui sont abîmées. Et Dieu sait que chez nous au Québec, les routes sont passablement endommagées. Alors, ce n'est pas une voiture très confortable, plus facile à vivre en 17 pouces. Alors, pensez-y à 2 fois avant d'aller choisir les roues de 18 pouces. Alors, sur la voiture qu'on a ici, on a 2 gros groupes d'options. D'abord, le groupe Premier Plus qui coûte 4 000 $, assez considérable. Ça comprend justement les jantes de 18 pouces qu'on a ici. Il y a plusieurs choix de modèles de jantes, soit dit en passant. Alors, ça sera à vous de choisir celles qui vous conviennent le mieux sur le plan esthétique. Alors, roue de 18 pouces, la caméra intérieure que vous allez retrouver à bord du véhicule, le système Drive Assist, donc un système de conduite semi-autonome, le système Drive Assist, donc conduite semi-autonome, qui va immobiliser complètement la voiture, puis la faire redécoller à un feu rouge. Alors, une technologie qui est quand même assez intéressante. Assistance au stationnement, est-ce que c'est nécessaire sur une voiture de cette taille? Je ne sais pas, mais à tout le moins, on l'a ici. Système audio Harman Kardon, qui est très performant, très intéressant comme option. Et sinon, bien, vous allez avoir la charge par induction pour le téléphone cellulaire et les sièges électriques. Et le deuxième groupe d'options, bien là, c'est un groupe cosmétique. Alors, ça comprend le volant sport chauffant en cuir. Vous allez avoir le toit et les rétroviseurs qui sont peints en blanc, des sièges sport identiques à ce que vous allez retrouver dans les John Cooper Works avec un traitement esthétique distinct et des garnitures noires lustrées à l'extérieur de la voiture. Alors ça, c'est un groupe d'options de 2 000 $. Alors, il y a 6 000 $ d'options sur cette voiture-ci, mis à part le choix de couleur, évidemment, qui est en supplément. Ça fait grimper la facture de façon considérable. Et encore une fois, bien, avant d'aller choisir certains groupes d'options, pensez-y à 2 fois parce que ça peut faire grimper la facture de façon considérable sans nécessairement changer l'expérience ou la vocation de cette voiture-là qui demeure celle d'une voiture sous-compacte, amusante, pratique, mais qui a cet avantage aujourd'hui d'être une routière, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le passé. Alors, si vous avez de longues heures à faire sur autoroute, bien que ce ne soit pas une voiture particulièrement confortable, bien, vous allez trouver que c'est beaucoup plus facile à vivre que des Mini de précédentes générations qui vous brassaient la cage et où on avait un niveau sonore quand même assez élevé. J'insiste sur le fait qu'on a amélioré de beaucoup l'insonorisation à bord des Cooper S. Bon, la sonorité mécanique va parfois changer selon le mode de conduite que vous allez adopter. Des modes de conduite, il y en a une panoplie sur cette voiture-là. Vous allez avoir un bouton physique à bord de cette voiture-ci, un des rares que vous allez retrouver sur la console centrale, juste à côté du bouton de démarrage, où là, vous allez sélectionner votre expérience de conduite favorite. Alors, selon l'humeur du moment, vous pourriez choisir, par exemple, une conduite à la mode rétro avec une présentation intérieure qui est conséquente. Vous allez choisir un mode de conduite vert, où là, vous allez économiser du carburant, vous allez couper un peu la puissance mécanique ou maximiser le rendement énergétique. Le mode Core, bien, ça, c'est le mode conduite de tous les jours. Et il y a même un mode Go-Kart, on l'appelle ainsi, c'est essentiellement le mode sport. Et lorsque vous l'activez, vous allez avoir une sonorité où vous entendez le système crier « Yahoo! » comme si vous partiez à l'aventure. Grosso modo, on a des thèmes, des sonorités, des jeux de lumière à bord de la voiture selon le mode de conduite que vous allez sélectionner. Et évidemment, vous pouvez aussi paramétrer un mode de conduite comme bon vous semble, où là, vous allez sentir une plus grande fermeté dans la direction, une plus grande sensibilité au niveau de l'accélérateur, mais au niveau des suspensions, rien ne change. On n'a pas de suspension adaptative sur cette voiture-ci. C'est ferme pas mal tout le temps. Un des avantages de la Mini Cooper, c'est également sa consommation de carburant. Bien évidemment, c'est une petite voiture, il ne faut pas s'attendre à une consommation très élevée, mais malgré le niveau de performance qu'on obtient, malgré le fait qu'on soit chaussé de roues de 18 pouces avec une certaine résistance au sol, bien, j'ai obtenu une moyenne de consommation combinée à 7,5 litres au 100. Et j'ai quand même poussé la voiture à plusieurs reprises. J'ai effectué beaucoup de conduites en ville. Alors, tout ça pour dire qu'on annonce une consommation en ville à 8,5 litres au 100, ce qui me paraît assez conservateur, sinon à 6,1 litres au 100 sur route. Et je sais être capable de rouler sous la barre des 6 litres au 100 avec cette voiture-là sur autoroute. Alors, c'est une voiture très frugale, un bel avantage, mais évidemment, vous allez devoir utiliser de l'essence super. C'est aussi vrai pour la Cooper C, qui va consommer encore moins de carburant, mais qui doit rouler à l'essence super. C'est impératif. À l'opposé, vous allez avoir aussi, bien sûr, la Cooper John Cooper Works,
très, très performante. 228 chevaux, mais 280 livres-pieds de couple. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant dans une petite voiture comme celle-là. Ça mord, ça accélère de façon instantanée, mais c'est très radical en conduite. Alors, si vous cherchez une voiture capable de vous offrir un minimum de confort, bien, oubliez la John Cooper Works. Ce n'est pas une voiture pour vous. Ça s'adresse à des gens qui ne veulent pas faire de compromis en matière de performance et qui vont donc accepter de composer avec les irritants d'une telle voiture. Voiture qui va coûter passablement plus cher que la Cooper S aussi. Vous allez le voir un peu plus tard. La Mini Cooper est une voiture franchement amusante, vous l'avez vu, mais pas très pratique. Au niveau du coffre, c'est 252 litres de volume cargo. On n'améliore pas beaucoup le sort de la Mini Cooper à ce niveau-là. Il faut obligatoirement rabattre les sièges arrière si on a besoin d'un peu plus de volume cargo. On n'utilisera pas cette voiture-là pour une vocation familiale, évidemment, et les places arrière ne sont que peu utilisées par les acheteurs de ce genre de modèle-là, mais n'empêche, il y a des gens pour qui ça ne pourrait suffire. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle il existe une version à 5 portières. Encore une fois, pas aussi jolie, peut-être pas aussi amusante parce que l'empattement est un peu plus long, mais certainement plus pratique que le modèle qu'on a ici. Prix d'entrée, 37 900 $, transport, préparation inclus pour une Cooper C. On passe à 42 900 $ pour une Cooper S comme celle-ci. Et finalement, 54 900 $ pour la John Cooper Works, une voiture qui ne fait que 27 chevaux de plus que ce qu'on a ici, mais radicalement plus sportive au niveau de son comportement. Alors, une voiture qui convient à des gens qui cherchent des modèles sans compromis en matière de performance, alors qu'ici, bien, on a une voiture qui est quand même beaucoup plus facile à vivre. Au niveau de la version à 5 portières, toujours avec cette même mécanique que la Cooper S, vous allez payer 43 900 $, 1 000 $ de plus que le modèle qui est ici. Et pour la version cabriolet, ça débute à 45 900 $. C'est toujours transport, préparation inclus. Vous pourriez aussi vous procurer une John Cooper Works cabriolet. Alors là, c'est 61 900 $ avant option, transport, préparation inclus. Ça commence à être salé comme facture, mais encore une fois, des cabriolets, ça n'existe pratiquement plus chez les voitures compactes. Et comme Volkswagen a complètement abandonné le marché et que les Américains l'ont fait également, bien, il ne reste que la Mazda MX-5. Sinon, bien, la Cooper qui est offerte en 2 déclinaisons si vous choisissez un modèle cabriolet, une voiture qui est toujours aussi amusante qu'à ses débuts. Alors, le véhicule qu'on a ici, 42 900 $. Pour vous donner une idée, c'est une voiture qui coûte 28 % plus cher que la première Cooper S à boîte automatique qui avait été commercialisée en 2002. On la vendait 30 800 $ à l'époque. Et aujourd'hui, vous allez payer 42 900 $ pour une Cooper S comme celle-ci, sans option évidemment, ce qui n'est pas le cas du modèle qu'on a ici. Je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Il y a ce groupe d'options Premier Plus qui coûte 4 000 $, l'ensemble Favored Style qui coûte 2 000 $. Alors ça comprend le toit, les rétroviseurs blancs, les jantes d'alliage notamment, et finalement, bien, cette couleur Ocean Wave qui coûte 600 $. Alors pour un grand total de 49 500 $, c'est le prix de la voiture qui est ici, transport, préparation inclus. Financement 72 mois, un taux de 7,49 %. Vous allez payer 911 $ par mois, taxes incluses. En achat 6 ans, sinon en location 48 mois, à 3,99 % de taux de location. Quand même assez agressif. Vous allez payer 772 $, taxes incluses sur 4 ans, à location de 20 000 km par année. Et si vous souhaitez aller pour une Cooper C de base, évidemment que ça coûte passablement moins cher. En financement 72 mois, vous allez payer 695 $, taxes incluses sur 6 ans et 635 $ en location 48 mois, 20 000 km par année. À noter que si vous optez pour une Cooper C, le taux d'intérêt à la location est à 4,99 %, mais à 3,99 % pour la Cooper S, ce qui signifie essentiellement qu'on souhaite niveler le client vers le haut et minimiser l'espace ou l'écart de prix entre les deux modèles pour diriger la clientèle vers des modèles qui sont toujours un peu plus coûteux. Évidemment qu'il y a un écart de prix considérable entre ces deux modèles. Il y a 5 000 $ d'écart essentiellement entre une Cooper C et une Cooper S, mais encore une fois, c'est la Cooper S qui sera de loin la plus populaire, du moins si on se fie à ce qui s'est vendu sur le marché canadien au cours des 10 dernières années, où c'est la Cooper S qui a essentiellement dominé le marché. Une voiture que j'ai adorée, qui n'a rien perdu de son
caractère, qui est toujours aussi amusante à conduire. On regrette évidemment la boîte manuelle et on regrette aussi qu'on n'ait pas de palier de changement de vitesse à la colonne de direction sur cette voiture-ci parce qu'on compose avec une boîte séquentielle à double embrayage qui n'est pas super réactive. On a déjà vu plus performant dans l'industrie et malheureusement, pas de moyen de passer manuellement les rapports sur cette voiture-ci. Pour moi, c'est son plus gros handicap.